Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue. Oui, ça y est, il est 11 heures. On va peut-être attendre encore juste 1 ou 2 minutes, parce qu'il me semble qu'il y avait un petit peu plus de monde que ça d'inscrits, en attendant que tout le monde puisse se connecter. Dans l'attente, j'espère que tout le monde m'entend bien. Si jamais il y a un souci, si vous me voyez parler et que vous m'entendez pas, dites-le moi par écrit. Vous verrez dans votre espace à l'écran, vous avez un espace de discussion, discuter avec des petites bulles dans lequel vous pourrez poser, parfait, vous m'entendez, c'est super. Vous pourrez poser toutes vos questions, voilà. Je pense même qu'on a dû activer l'option, Sébastien, tu me contrediras si c'est pas le cas, pour éventuellement demander la parole. J'ai vu ça, tout à l'heure dans les réglages. Voilà, donc au besoin, s'il y avait besoin de préciser, une intervention par écrit, on pourra peut-être essayer de voir comment activer la parole pour préciser directement à l'oral. Hem, oui, bon, on va quand même, je pense quand même commencer à une 3-4 personnes près, il doit pas manquer encore grand monde. Bien. Eh bien, bonjour, rebonjour à toutes et tous. Merci d'être venus. Effectivement, vous avez peut-être vu soit parce qu'on a échangé par téléphone, soit par mail, soit, dans une info, qu'on souhaitait mettre en place, au niveau de l'Euriops, un service à destination de nos adhérents, informatiques, donc de partage, de services informatiques. En fait, à l'Euriops, on travaille depuis un peu plus depuis l'année dernière sur le côté, sur l'aspect, numérique, avec toute la mouvance du numérique en santé et cetera. C'est vrai que, on est un petit peu plus dans le dossier depuis la fin de l'année dernière et depuis que le programme SMS numérique est un petit peu plus connu, un peu plus cadré. Et on s'est très vite rendu compte que, au-delà des simples conseils, réunions d'information, diffusion d'informations, éventuellement organisation de formation sur la réglementation, sur ce genre de choses qu'on pouvait proposer à nos adhérents. Très vite, il allait nous manquer des ressources, des compétences, pour le coup vraiment techniques, pour pouvoir apporter une aide concrète sur ces sujets-là à nos adhérents. Dans d'autres secteurs, ça peut très bien se passer parce que les compétences opérationnelles et techniques, vous les avez vous directement dans les structures, mais là sur le sujet du numérique, pour les plus petits, gestionnaires, il n'y a pas, généralement de, responsable informatique, responsable SI, encore moins de directeur, des systèmes d'information. Et ces questions-là sont vraiment des sujets qui sont très techniques pour, rentrer un petit peu dans le détail. Et si on veut éviter soit de se faire avoir par certains prestataires, soit si on veut s'assurer que nos projets, numériques, ou en tout cas se donner les meilleurs moyens pour que les projets numériques fonctionnent, il faut être accompagné, d'une ressource et d'une compétence, là-dedans, qui puisse travailler avec nous. Donc on a échangé l'année dernière avec Sébastien Deldon, donc le président et directeur de Easy DSI, qui est un DSI partagé dans le secteur, social, médico-social depuis, déjà plusieurs années. Voilà, on s'est rapproché un petit peu de lui, mais il se présentera beaucoup mieux tout à l'heure et puis il vous présentera notre projet. Voilà, donc ça, c'est vraiment les constats de départ. Et puis très vite aussi, à travers ce programme SMS numérique, peut-être qu'on peut d'ailleurs commencer à passer le diaporama et aller sur la première diapo du périmètre. À travers le programme SMS numérique et les appels à projets que vous avez sûrement vu passer, notamment sur cette phase d'amorçage qui a été lancée, donc par l'ARS, à laquelle vous pouvez répondre jusqu'au 31 mars. S'il y a des questions là-dessus d'ailleurs,
pour éventuellement nous les poser aussi, on pourra prendre un moment pour y répondre. À l'intérieur du cadre de cet appel à projet, a été demandé à ce qu'il y ait une coopération entre établissements pour pouvoir porter des projets et demander des financements. Il y a une barre de 15 établissements qui a été fixée pour pouvoir prétendre à ces financements-là. Donc voilà, de fil en aiguille, entre les petits et moyens organismes qui n'ont pas les compétences en interne pour pouvoir se faire accompagner et mener à bien ces projets-là, et les obligations pour pouvoir avoir accès au financement, de se regrouper, de faire des coopérations entre organismes pour demander des financements. Donc on s'était dit que ce serait peut-être opportun que l'URIOPS s'engage un peu plus et accompagne et propose un service vraiment plus opérationnel, là pour le coup très concret, aux adhérents, en leur permettant justement cette coopération qui pourrait porter des projets dans le cadre du programme ESMS numérique, mais porter tout type de projet numérique, aussi qui permettent du coup de partager et d'avoir accès pour ces organismes-là à des services d'un DSI, d'un chef de projet numérique, chose qu'on ne peut pas forcément se payer, qu'on peut pas même se payer seul. Alors ça, c'était pour faire assez vite les arguments d'origine qui nous ont poussé un petit peu à mettre sur pied à travailler sur ce service de informatique partagée. Et maintenant, on va peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail sur ce qu'on a imaginé, ce que c'est concrètement le service informatique partagé et ce qu'on peut y proposer. Donc si tu veux passer un petit peu peut-être, Sébastien, voilà. Très bien. Voilà, je vais passer dans un instant la parole à Sébastien qui va vous présenter le contenu de ce service partagé. Mais oui, effectivement, ce que j'étais en train de dire, c'est vraiment d'offrir aux adhérents la possibilité de partager les compétences techniques des DSI, de chefs de projet, et d'être en mesure de se faire accompagner et de pouvoir porter des projets, notamment dans le cadre des financements du programme ESMS numérique. Parce que je le dis en passant, mais le programme ESMS numérique, il y a la phase d'amorçage en ce moment. Il va y avoir des nouveaux crédits cette année qui seront délégués à partir de la deuxième moitié de l'année, mais le programme dure pendant 5 ans. Donc voilà, sur 5 ans, il y a la possibilité d'accompagner et de déposer des projets. Et vous pouvez aussi déposer des projets maintenant et en redéposer dans 2 ou 3 ans s'il y a des évolutions éventuellement à faire financer. Donc ce programme ESMS numérique, c'est un petit peu l'élément déclencheur de ce service partagé-là. Il y a plein d'autres projets qui peuvent être accompagnés avec le service informatique partagé, mais c'est au moins un projet de toute façon qui va nous occuper pendant bien 3, 4 à 5 ans. Voilà. Sébastien, du coup, je te laisse la parole. Bonjour à tous, je ne vous connais pas tous. Pour me présenter rapidement, donc moi Sébastien Deldon, j'ai été directeur informatique de Habitat Humanisme, qui est une association qui œuvre dans le social et le médico-social pendant 17 ans. Donc comme l'a dit Lionel, je suis depuis quelques années maintenant à mon compte et j'accompagne principalement des OG dans le secteur médico-social, soit pour rédiger leur schéma directeur, soit pour rédiger des fiches CEPOM, soit pour les aider dans leur stratégie, savoir vers quoi elles doivent aller en termes d'infrastructure, en termes de connexion Internet. Donc il y a des questions toujours assez diverses. Donc moi je reste vraiment sur la partie un peu plus stratégique, un peu plus pilotage. Et donc voilà. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de ce projet, moi j'ai eu l'occasion aussi de créer à la fois un GIE pour partager des services informatiques. Et au sein d'Habitat Humanisme, on avait aussi créé une association pour partager les services informatiques entre l'ensemble des membres. Il y avait 90 entités juridiques différentes autonomes
Donc j'ai eu l'occasion de créer cette association de partage informatique et de la gérer pendant presque 7 ans. Donc je connais bien, on va dire, les ficelles, les clés pour bien organiser cette coopération informatique. Et il y en a une qui nous a vraiment sauté aux yeux avec Lionel, c'est que il faudra que cette coopération, elle se base sur un catalogue de services, c'est-à-dire une proposition de service qui soit assez précise, connue et simple à comprendre, et aussi des clés de répartition qui soient intelligibles et identiques pour tout le monde, pour que on ait quelque chose de très très cohérent. Donc l'idée c'est de proposer un service concret et opérationnel. L'idée c'est pas forcément de parler de politique, de stratégie du groupe ou de choses comme ça. C'est vraiment de proposer un service de partage informatique assez opérationnel, qui peut aider à réfléchir à la stratégie informatique bien sûr, mais qui n'a pas vocation à aller au-delà. Donc ce que j'ai eu l'occasion de mettre en place dans les services partagés, c'est 3 types de services. Il y a ce qu'on appelle les services socles. Les services socles, c'est ceux qui vont être partagés, vous l'imaginez, entre tous les adhérents. Donc il y a un certain nombre de services, et là on a imaginé dans notre coopération que pour pouvoir proposer un service informatique partagé un peu cohérent, il faudrait à minima qu'on ait 2 ressources qu'on trouve quasiment jamais dans les structures médico-sociales. Une ressource qui est plus un directeur informatique qui va réfléchir à la stratégie, proposer et rédiger ce qu'on appelle un schéma directeur DSI. C'est des éléments qui vous sont de plus en plus demandés par les ARS, et justement pour poser votre CPOM et pour pouvoir le présenter sur plusieurs années. Donc ces feuilles de route ou schéma directeur, de pouvoir les rédiger. C'est quoi un schéma directeur, hein? C'est un grand mot pour dire tout simplement, on va analyser la partie connexion Internet, la partie infrastructure, la partie câblage, enfin toutes les différentes parties que composent l'informatique des établissements, et on va se donner un cap en se disant nous on aimerait faire évoluer tel élément sur tant de temps, tel autre élément sur tant de temps, se donner un cap. Donc c'est vraiment un peu comme vous pouvez le faire dans le cadre de vos CPOM, se donner des perspectives dans l'évolution de l'informatique. Donc voilà, ce directeur informatique sera vraiment le pilote de cette évolution, et ça va être lui quand on va déposer aussi des projets comme si on répond à l'appel à projet du gouvernement, qui va constituer le dossier, qui est quand même un peu technique. Et il pourra également, on le verra un petit peu, on va décrire les fonctions, mais il pourra aider les membres dans ces différents éléments. Et on a pensé aussi que pour pouvoir conduire les projets applicatifs, moi j'ai rencontré quand même beaucoup d'établissements, beaucoup de structures médico-sociales. Il y en a qui ont très bien réussi la mise en place de leur dossier usager, un peu moins de la compta, un peu moins du logiciel de gestion des temps. En tout cas, cette mise en place de logiciels ou d'applications, c'est un vrai sujet dans les établissements, parce que en fait, ça nécessite quand même une certaine technique pour le mettre en place. Alors soit on a de la chance et on tombe sur un très bon prestataire qui nous aide beaucoup, et en fait ça se passe plutôt bien, soit on n'a pas trop de chance et on est un peu laissé à l'abandon. Et dans ces cas-là, si on n'a pas un chef de projet en interne qui est là pour cadrer un peu les choses, en fait, on se retrouve avec des projets, des logiciels qui sont mis en place mais pas utilisés, ou des logiciels qui ont été choisis mais qui correspondent pas du tout aux besoins. Et c'est vraiment ce qu'on veut essayer d'éviter avec la ressource chef de projet, d'avoir vraiment une ressource qui va venir aider les membres de cette coopération à pouvoir mettre en place les projets. Donc ça, c'est les 2 ressources qui nous ont paru indispensables dans le service socle. Et donc, c'est les 2 ressources qui seront partagées par l'ensemble des membres de la coopération. Ensuite, c'est pas un objectif du tout, et c'est pas un objectif tout de suite, mais si certains adhérents souhaitent en plus aller vers de la mise en commun de certains éléments. Je vous donne un exemple, négocier un contrat cadre pour des connexions Internet, on arrive toujours à des coûts bien inférieurs, à des offres bien meilleures, si on se met ensemble pour les négocier.
Donc si certains adhérents, bien sûr, veulent qu'on aille jusqu'à la négociation de ces contrats cadres, voire même certains qui, je sais pas, il y a 4 ou 5 établissements qui se disent, ah ben tiens, ça serait bien qu'on mette un technicien en commun, on peut tout à fait proposer ce qu'on appelle des services optionnels, c'est-à-dire qu'on va constituer, pareil, un service dans le catalogue, on va le chiffrer, on va donner une clé de répartition, et ceux qui seront OK pour aller sur ce service pourront le mettre en place. Donc c'est ce qu'on appelle les services optionnels. Et ensuite, il peut y avoir aussi, dans le cadre des coopérations comme ça, un jardin privatif, parce que chacun est un peu particulier. Il y en a peut-être qui auront des besoins de gestion un peu particuliers, donc on peut imaginer qu'il y ait certains services qui soient un peu spécifiques pour un adhérent ou pour des établissements qui soient spécifiques. Donc voilà un petit peu comment fonctionne. Il y a ces 3 types de services, mais il faut absolument que ces 3 types de services soient clairs pour les adhérents, qu'ils soient mis en place dans un catalogue, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir un choix comme s'ils étaient chez un prestataire, et qu'ils puissent en connaître, avoir une idée du coût et surtout des clés de répartition. Parce que un des principes de la mutualisation de ces services, on y reviendra à la fin, c'est que bien sûr, si à un moment donné, on décide de prendre un contrat cadre global, ça va être hyper intéressant parce que ce contrat cadre global, on va ne le négocier qu'une seule fois. C'est-à-dire que du temps de prestation, ça va n'en consommer qu'une seule fois. Alors que si on l'avait fait établissement par établissement sur 15 établissements, le même temps, on l'aurait consommé 15 fois. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on mutualise. Et du coup, forcément, le coût de ces services, il va en principe diminuer au fur et à mesure du nombre d'établissements qui vont intégrer le GIE. Donc l'association, la coopération. Je dis GIE, c'est une déformation parce que vu que j'ai à la fois fait des GIE et des associations, ce mot revient souvent dans ma bouche. Je vous prie de m'excuser. Donc voilà, dans ce service socle, donc on imagine un directeur DSI partagé et on a souhaité avec l'Uriops travailler sur une fiche de mission pour que vous ayez un petit peu la liste des services que va vous apporter ce directeur informatique. Donc en fait, il y aura bien sûr à rédiger les appels à projets, notamment celui du DUI actuellement, mais il y aura probablement, on en a identifié certaines, d'autres pistes de subventions possibles pour cette coopération. Donc un des éléments, c'est que le directeur informatique puisse aider tout simplement à obtenir ce type de subvention, ce type d'éléments. Rédiger un schéma directeur cible pour l'ensemble des adhérents. Alors, peut-être ça sera 1, peut-être ça sera 2, peut-être ça sera 3, mais moi, mon expérience, c'est que dans le médico-social, il y a quand même des similitudes entre 2 établissements. Alors, il y a l'activité qui est certes différente, mais la connexion Internet, fournir un poste de travail qui fonctionne bien et qui marche, il y a quand même un certain nombre d'éléments qu'on retrouve, qu'on peut retrouver en similaire dans un schéma directeur. Et donc l'idée, ça serait de proposer un schéma directeur cible et ensuite de mesurer, bien sûr, pour chacun des adhérents, l'écart qu'il y a entre ce qu'on a écrit comme perspective et ce qu'il a actuellement, pour lui donner ce qu'on appelle une feuille de route, c'est-à-dire qu'est-ce qui est à faire sur les 3 prochaines années pour pouvoir aller dans le bon sens, dans le sens qu'on a défini. Une de ces missions, ça va être aussi de pouvoir répondre aux adhérents un peu plus concrètement sur leur quotidien. Quand il y a un besoin d'investir dans une infrastructure, quand il y a besoin de changer de connexion Internet, quand il y a besoin de changer de prestataire, parce qu'il y a aussi tous les prestataires qui assurent la maintenance quotidienne, le directeur DSI va pouvoir être sollicité pour donner son avis, pour éventuellement aider l'établissement à choisir la bonne solution. Également sur des problématiques financières ou organisationnelles, là aussi, vous le verrez, en termes de budget, c'est souvent une question, les budgets, quels sont mes PC à renouveler, quels sont mes antivirus à renouveler. Là aussi, pouvoir aider les établissements dans l'ensemble de ces renouvellements-là. Je vous le disais aussi, ce qui peut être intéressant si on arrive à un certain nombre d'établissements, ça va être de négocier des contrats cadres. Ensuite, libre à chaque adhérent d'y adhérer ou pas.
Mais si on arrive à négocier un contrat cadre, par exemple, pour pouvoir faire fibrer correctement tous les établissements avec un prix un peu négocié, bah ça peut être aussi une des missions du DSI, que de négocier ce type de contrat avec les prestataires et suivre que ça fonctionne bien. Ce qu'on a pensé aussi, et ça c'est un élément qui est important, c'est que chaque OG adhérente puisse désigner un référent informatique qui soit un peu le contact privilégié de l'association, de la coopération dans l'ensemble du suivi. Et on a imaginé pouvoir présenter peut-être mensuellement un sujet précis à ces référents SI et travailler avec eux pour voir comment le mettre en place ou pouvoir comment s'emparer de ce sujet dans les établissements. Je vous donne un exemple. On pourrait très bien imaginer que la messagerie MS Santé dont on nous parle depuis des années, ben on en fasse un focus un jour, c'est-à-dire que le directeur informatique va travailler le sujet, va venir avec des billes auprès des référents de chacune des OG et puis dire bah voilà comment vous imaginez ce projet, est-ce qu'on en fait un projet, est-ce qu'on simplement on décide de rédiger des bonnes pratiques, qui est-ce qu'on prend pour cette messagerie santé, voilà. Donc l'idée ça serait d'animer un club comme ça des référents SI mensuellement et de pouvoir avoir un contact et pour les adhérents de pouvoir aussi tout de suite leur apporter un service assez concret sur les différents sujets qu'on retrouve dans le médico-social. Même si on a un chef de projet qui va conduire les projets, c'est bien quand même que de temps en temps, le directeur informatique aussi puisse venir et essayer de s'assurer que le projet n'est pas en train de déraper. Voilà, donc il y a quand même besoin, parce que le chef de projet, souvent, il est perdu dans ses ateliers, dans sa rédaction. Il y a besoin de quelqu'un aussi pour venir des fois un peu lui sortir la tête de l'eau et puis s'assurer que les projets avancent bien. Il va aussi, je vous l'ai dit, hein, définir et faire évoluer le catalogue de services. Là, si demain les adhérents décident, je sais pas, il y a 4 ou 5 établissements qui décident de prendre un prestataire en commun pour faire la maintenance informatique, il va falloir trouver le prestataire, l'intégrer en termes de catalogue de services et puis trouver une clé de répartition. Donc ça, c'est aussi le directeur informatique qui va veiller à ça. Et puis aussi, bien sûr, apporter une veille, hein, parce que vous l'avez vu ces dernières années, les outils numériques, ils avancent très très rapidement. Donc, si on ne fait pas un minimum de veille, c'est compliqué. Voilà. Ensuite, il y aura bien sûr tout le fonctionnement courant. Hein, s'il y a des équipes, le management, la gestion. Donc, ouais, bien aidé aussi par le RIOPS, on le verra juste derrière. Donc, chaque adhérent sera doté d'une stratégie informatique et d'un pilote au travers de ce service informatique partagé. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que je connais des établissements qui ont pris un directeur informatique en direct, très souvent, c'est très rare que les directeurs informatiques à temps partagé comme moi, et c'est mon cas, j'interviens très rarement en dessous de 10 à 12 jours sur une année. Donc c'est en général un petit peu l'ordre d'idée qu'il faut se fixer. C'est assez difficile d'intervenir à moins de 10 jours parce que sinon on est très peu sollicité, on n'est pas dans le truc et il faut quand même qu'on puisse conseiller convenablement, on va dire, l'établissement. On a décidé aussi d'intégrer, donc vous avez vu dans cette fiche, il y a quand même beaucoup de ces missions qui vont être entre guillemets mutualisées parce que quand on va animer le club, ça sera mutualisé pour les adhérents. Quand on va assurer le pilotage des projets, ça sera mutualisé pour les adhérents. Donc il y a quand même, on va avoir des vrais gains de temps sur cette mutualisation. Sur la partie chef de projet, alors le chef de projet va être celui qui va porter les projets et notamment si on va vers un dépôt de dossier sur l'appel à projet dossier usager informatisé, c'est lui qui va devoir en conduire ce projet-là. C'est quand même assez consommateur en termes de temps de conduire un projet. Il va falloir faire des ateliers avec les utilisateurs pour savoir quels sont les besoins au niveau médical, au niveau administratif, au niveau du suivi, au niveau du parcours, au niveau du projet personnalisé. Donc il y a quand même toutes ces étapes à organiser des ateliers.
Et une fois que ces ateliers sont faits, si on rédige rien derrière, ça sert pas à grand chose. Donc il y a un gros travail de rédaction du cahier des charges pour définir, ben voilà, dans quel périmètre on va choisir un logiciel. Une fois ce cahier des charges va être rédigé, on va faire ce qu'on appelle un appel à projet. Donc on va recevoir 4, 5 prestataires, comparer leurs solutions, voir quelle est la meilleure. Donc voilà, recevoir 4 ou 5 prestataires, c'est très souvent 4 ou 5 après-midi, plus le dépouillement des offres, à chaque fois un jour et demi, c'est également consommateur de temps. Là, vous imaginez bien que si on dépose un dossier à 15 établissements, bah, du coup, ce temps-là, il va être complètement mutualisé entre les 15 établissements. Donc là, ça fait vraiment un gain en termes de jours aussi, en termes de mutualisation. Donc ce chef de projet partagé, il va être chargé de constituer, animer les groupes, de comprendre les besoins, rédiger les cahiers des charges, réaliser les appels à prestataires, organiser les tests et ensuite aider à conduire le changement. Voilà, organiser les formations, s'assurer que les gens ont bien compris, s'assurer que la bonne tablette a été donnée au bon endroit. Donc ça fait quand même pas mal de temps et moi j'estime que pour un tout petit établissement seul, on pourrait être déjà sur un projet de DUI, on est au moins à 20 jours pour le faire correctement. Alors si on fait tout rapidement, c'est sûr que voilà, on peut toujours tout faire, hein. Mais pour faire quelque chose de correctement, il faut au moins une vingtaine, voire 25 jours pour pouvoir réaliser toutes ces étapes-là. Euh, donc là, on va vraiment mutualiser. Alors bien sûr, quand on va aller dans l'établissement déployer le logiciel, ça on peut pas le mutualiser, mais toute la phase en amont, comprendre le besoin, rédiger le cahier des charges, faire l'appel à prestataire, on mutualise quand même 80% de la prestation en partageant. Il y a également un rôle donc dans l'adhésion qui va être prise au niveau de la coopération. Il y a le rôle également de l'URIOPS qui va devoir organiser, puisqu'on va très probablement s'orienter, ça Lionel n'en a pas parlé, mais on va probablement s'orienter vers une structure de type association loi 1901 pour notre coopération. Donc cette structure, on pense l'appeler SIP-ESMS, ça veut dire service informatique partagé ESMS, tout simplement. Et donc sur cette structure-là, ça sera une association, mais pour qu'elle soit complètement démocratique et puis de toute façon légale, hein, parce que c'est une obligation au niveau des associations, on va devoir tout simplement animer un conseil d'administration, prévoir les budgets bien sûr de fonctionnement de la coopération, les valider, faire une assemblée générale où on présente chaque année un bilan de cette coopération et également avoir un conseil d'administration qui admet l'adhésion de nouveaux membres, qui éventuellement valide le nouveau catalogue des services quand il y a quand il est modifié. Donc il y a quand même toute cette animation là qui va être à faire. Elle va également réaliser des appels de cotisation, assurer la gestion comptable, porter les questions juridiques, aider éventuellement les adhérents à bénéficier de subventions et à rédiger des fiches CEPOM numériques, parce que quand on aura fait la stratégie en fait, c'est une fiche CEPOM numérique en tant que telle, hein. Il suffit de reporter les éléments dans les bonnes cases et on peut aussi obtenir des financements de l'ARS uniquement sur cette partie-là. Chercher des financements pour essayer de soit de baisser le coût de l'adhésion à l'association, soit faire financer des nouveaux services, hein. Et elle va être aussi le garant de l'autonomie et de l'indépendance des membres. Voilà, tout en permettant le fonctionnement de la coopération. Euh, donc voilà, je ne sais pas Oui, si tu as des choses à préciser. oui, non, effectivement, pour compléter très rapidement, c'est vrai que pour avoir, avec l'URIOPS, et puis l'URIOPS, toute seule, accompagné beaucoup de coopérations, que ce soit dans de la vraie coopération ou, allant même jusqu'à des fusions. Mais pour en rester vraiment à de la coopération, souvent ce
qu'on voit, c'est que les projets qui ne fonctionnent pas parce que soit dans la coopération au fil du temps, il y en a un qui prend le pas sur les autres et qui oriente un petit peu la coopération plus pour son compte que pour les autres. Voilà. Donc, l'animation de la coopération, c'est quelque chose qui est pas forcément évidente et ça fonctionne toujours mieux, ou en tout cas c'est une des clés de succès qu'on a identifié et qui a même été reprise d'ailleurs par la NAP, qui a fait une étude là-dessus justement sur les projets de coopération et les clés de succès, les facteurs de réussite, et cetera. C'est d'être accompagné par un tiers qui bénéficie pas forcément des services directs de l'association, mais qui soit là simplement pour assurer la partie de fonctionnement un peu quotidien réglementaire de cette coopération, l'intendance, l'organisation des CA, s'assurer que effectivement la coopération fonctionne bien et puis surtout qu'elle est équitable. Voilà. Donc du coup, l'URIOPS a donné son OK pour s'engager un petit peu plus au-delà de lancer le service, mais vraiment d'accompagner la coopération sur le long terme et du coup d'intégrer un peu ce regroupement pour pouvoir assurer toute cette partie-là. Avec un autre volet, donc Sébastien en a parlé, qui va être aussi du coup d'aller chercher des financements pour la coopération. D'aller chercher des financements. L'objectif, quand on y reviendra quand on parlera des éléments financiers, mais c'est de se donner un maximum en termes d'adhésion pour les adhérents et de faire payer l'adhésion au réel, hein, des services. C'est-à-dire en fin d'année, si on a réussi à faire un budget inférieur à ce qui avait été budgété, si on fait un excédent tout simplement, il sera redistribué et il impactera directement la cotisation suivante. Ce sera voté en AG par les membres, etc. Donc voilà, notre objectif, c'est d'offrir un service qui soit, entre guillemets, quasiment à prix coûtant pour les adhérents. Donc, d'aller chercher des subventions qui permettent de faire diminuer le coût pour chaque adhérent. Des subventions ou du mécénat, ce genre de choses qui pourraient nous aider à faire baisser les budgets. Voilà, et puis c'est sûr que sur ce sujet-là, ouais, il y a quand même aussi des chances qu'on intéresse parce qu'on est quand même en train de monter une structure qui existe encore assez peu, hein, au niveau informatique, notamment dans le secteur. Donc il y a des chances qu'on espère du moins intéresser aussi des éventuels financeurs. Autre élément important aussi, c'est que, en fait, pourquoi on a choisi le statut d'association loi 1901? Il y a plein de statuts, il y a le GIE, il y a les GCSMS, et il y a 3 tonnes de raisons pour lesquelles on a pris plutôt le statut loi association loi 1901. Mais il y en a aussi une double qui est importante en termes financiers. C'est que la première, en tant qu'association loi 1901, on va bénéficier des tarifs de donation d'entreprises comme Microsoft, comme Adobe, etc. Ce qui veut dire qu'on va diminuer les coûts de fonctionnement du GIE, puisqu'ils pourront avoir accès aux tarifications à association pour ses besoins propres, et donc on va pas venir rajouter des coûts de licence pour les différents informaticiens qui vont travailler pour le GIE. Et on pourra peut-être même obtenir pour les différents adhérents des logiciels un peu particuliers ou à des tarifs très très diminués. Et d'ailleurs, parce que j'en vois beaucoup d'associations, notamment dans le médico-social, qui ne connaissent même pas ces tarifs et qui n'en bénéficient pas. Bien sûr, au travers de notre coopération, on va travailler avec une autre association qui s'appelle Solidatech pour avoir ces donations. Donc on va essayer de faire aussi diminuer les coûts au niveau de nos adhérents, au niveau des licences Windows, au niveau de la messagerie, au niveau de tout un tas d'éléments. Et la deuxième chose aussi qui nous paraissait important en termes d'association, c'est comme on sera une association loi 1901, on pourra faire appel à du bénévolat pour des sujets très spécifiques.
Moi, dans mon expérience, notamment chez Habitat Humanisme, je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas faire appel à des bénévoles pour tout, notamment sur la technique, parce que c'est très difficile de se maintenir à la page. Mais par contre, il y a deux sujets où ça marche plutôt bien. La démarche RGPD, ben voilà, sur lesquels, ben en effet, c'est un peu complexe, c'est parfois dur de s'y mettre dans le médico-social. Ben nous, chez Habitat Humanisme, on avait trouvé tout simplement deux bénévoles qui avaient accepté de porter ça pour l'ensemble du groupe, du mouvement. Et en fait, on se rend compte que ça intéresse quand même pas mal en termes de bénévolat. Donc, pourquoi pas essayer, là on est plus dans dans la prospective, mais essayer de trouver des personnes qui nous aident dans cette démarche RGPD et qui permettent de la porter pour les établissements et de les décharger de ce poids. Et la deuxième chose, c'est aussi ben, le chef de projet SI, euh, il va avoir une mission quand même assez lourde, notamment dans la période de formation, de présentation sur tablette, de démonstration. Là aussi, moi, par mon passé, j'ai fait appel à des équipes de bénévoles. Et c'est aussi des missions qui plaisent beaucoup à des bénévoles. Alors, ça peut être des bénévoles recrutés par le CIP SMS, donc la coopération, ou des bénévoles recrutés par vos établissements locaux en local pour aider un petit peu dans cette démarche. Donc ça, c'est vrai que bah, sur ces missions-là, on peut vraiment, pour le coup, économiser des coûts de prestation. Ça demande quand même un petit peu d'animation d'équipe, hein. Donc là aussi, ça va être un des rôles du directeur DSI d'animer ces équipes-là et du chef de projet. Mais bon, c'est quand même incomparable avec les coûts d'une prestation complète. Donc ça, c'est des choses qu'on va essayer de faire aussi dans le cadre de la coopération, du fait de notre statut associatif. Un élément important, c'est que chaque membre à l'entrée ben, dans la coopération, dans le CIPE SMS, il va bien falloir pour qu'on puisse établir ben, où on en est par rapport au schéma directeur DSI, où on en est par rapport à la feuille de route, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Il est indispensable d'aller faire ce qu'on appelle un audit ou une visite dans les établissements, euh, un bilan initial pour pouvoir se dire bah, où en est l'établissement par rapport à tout ce qu'on imagine. Ce schéma-là, je connais plein d'établissements qui se le sont déjà fait faire plusieurs fois par des consultants externes. Le problème, c'est on fait faire ce type d'audit, on nous restitue un document Word et puis il reste un peu lettre morte pendant des années. Donc nous, ce qu'on a vraiment imaginé, c'est tout de suite se dire, on bascule sur une application de gestion. Et donc, en fait, on va lister l'ensemble des connexions Internet, l'ensemble des matériels, l'ensemble des éléments un peu actifs du site, de chaque adresse, chaque entité. Et en fait, on va tenir bah, ces listes à jour pour que chaque année, on puisse s'en servir de base pour le schéma directeur. Par exemple, quand vous allez revenir voir le directeur DSI, que vous allez lui demander bah, qu'est-ce que je dois renouveler en termes de matériel cette année, bah, il va pouvoir, avec cette liste, avec cette application, vous sortir bah, ce qu'il faut inscrire dans votre budget. On va pouvoir aussi gérer bah, les licences qui arrivent à expiration, les contrats qui arrivent à expiration. Il fallait bien qu'on ait un outil pour pouvoir se doter de ça, et il faut bien qu'on ait un audit initial pour pouvoir ben, voir au fur et à mesure des années l'évolution qu'on fait par rapport au schéma directeur. Donc forcément, ça on va dire l'intégration au GIE, il y aura un audit initial et c'est forcément une visite sur site à minima du directeur DSI plus d'une aide parce que bah, très souvent ça suffit pas en une journée de faire le tour, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne lister les matériels, etc. Donc c'est souvent un déplacement de 2 personnes sur une journée dans l'établissement. Et derrière, suivi bien sûr d'une restitution, donc d'une rédaction de ces éléments et de leur intégration dans le logiciel. Donc un audit qui est peut-être un peu assez lourd au démarrage, mais qui est nécessaire pour vraiment graver à la collaboration et pouvoir mieux collaborer ensuite. Exactement. Et puis qui pourra également être nécessaire pour porter des projets, pour s'assurer que, techniquement, au niveau matériel, au niveau réseau, au niveau fibre, vous pouvez,
déployer telle ou telle solution, que vous allez être en mesure de rajouter des connecteurs, ce genre de choses. Voilà, ça ancre un état d'origine sur lequel vous pourrez vous baser pour faire des projets et savoir ce que vous aurez à développer pour pouvoir intégrer éventuellement de nouveaux projets numériques. Ouais, c'est une remarque très judicieuse. Je me souviens d'un exemple où là, il y avait un directeur qui avait déployé la télémédecine, mais en fait, sa connexion Internet lui permettait pas d'avoir de la télémédecine. Et du coup, moi, j'ai vécu cet exemple-là. Ça a été assez douloureux parce que ça fonctionnait mal. Et en fait, au final, on avait fini par supprimer la télémédecine parce qu'on pouvait pas avoir une connexion Internet suffisante. Donc, tous les éléments en informatique sont vraiment liés. Et cet audit, pour moi, il est indispensable pour pouvoir vous assurer un conseil un peu fiable. Donc on a retenu une solution qu'on amène nous au niveau d'EasyDSI qui est EasyApp et qui vous permettra également de pouvoir accéder en tant qu'organisme gestionnaire ou en tant qu'établissement à vos données informatiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez un prestataire local qui intervient sur votre système d'information, il aura l'application à disposition. Vous pourrez même gérer vos tickets à l'intérieur, mais vous aurez vraiment un outil de suivi de votre informatique et une mémoire. Parce que ce qu'on constate très souvent, c'est que quand les prestataires locaux changent, ils emmènent toutes les configurations, les paramétrages avec eux, et puis on repart de zéro dans les établissements. Donc là, l'idée, c'est qu'on est vraiment un outil dans lequel vous conserviez toute la mémoire de votre configuration informatique, de vos données informatiques. Euh, Donc là, c'est un petit peu ce qu'on disait. Nous, on a vraiment envie d'essayer de. Moi, c'est ce que j'avais fait dans les 2 dernières expériences de GIE ou d'association de coopération que j'ai menées. C'est qu'on a demandé à chacun de nos adhérents de définir un référent ASI qui soit le véritable contact du CIP SMS. On peut pas avoir le contact avec les 300 salariés en direct des établissements ou de l'organisme gestionnaire. Donc l'idée c'est de pouvoir animer un petit peu. Alors c'est jamais facile à trouver, hein, c'est jamais la même personne. Moi j'ai trouvé des référents qui étaient plutôt des chargés d'entretien et de maintenance dans les bâtiments. D'autres c'était plutôt la secrétaire, d'autres c'était plutôt le comptable. Peu importe. C'est pas une mission qui va prendre énormément de temps, hein. L'idée c'est juste d'être le contact mail quand il y a une action à mener dans l'établissement ou une question qui se pose, qui soit capable ensuite d'aller voir le directeur. Parfois même c'était le directeur. Après, c'est vrai que les directeurs ont en général beaucoup moins de temps. Mais l'idée c'est aussi de pouvoir l'inviter à une réunion mensuelle pour lui présenter les sujets un petit peu récurrents. Mais également le mettre à sa disposition un forum d'échange entre les différents membres, parce que s'il y a des bonnes pratiques en informatique qui ont été mises, si il y a des petits tuyaux qui ont été mis en place entre les membres, l'idée c'est de leur permettre de communiquer aussi. Donc voilà, et puis l'idée aussi c'est d'assurer une sorte de permanence pour les questions-réponses des adhérents diverses de la part du DSI. Donc, il y aura une permanence minimale qui sera assurée chaque mois pour que vous puissiez poser les questions. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler un peu le club de la coopération, le club CIPE SMS. Donc ça, je peux peut-être te laisser plus la parole là-dessus. Oui, excuse-moi, j'étais en train de répondre à une question sur le chat du coup. Pardon. Effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure sur le rôle de l'URIOPS dans cette coopération, c'est vraiment ça, c'est de garantir et de faire en sorte qu'il y ait un acteur tiers qui s'assure de la bonne marche de cette coopération dans le temps et qui puisse voilà, organiser un petit peu toute la partie gouvernance de cette coopération. Pour en avoir accompagné plusieurs au niveau de l'URIOPS, et puis ça a été une volonté qui a été validée par son conseil d'administration aussi d'aller dans cette voie-là. On souhaitait vraiment du coup s'engager pour vraiment nous impliquer dans cette coopération et faire en sorte qu'elle tourne et
et que ça fonctionne. Et puis surtout que les dispositions qui sont prises et qu'on vous présente ici et qui seront détaillées dans les statuts, dans les contrats de membres qui seront signés, etc., qu'elles soient bien respectées, appliquées et voilà, et s'assurer que tous les adhérents à cette coopération bénéficient bien des services prévus et que tout fonctionne bien. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu s'impliquer un petit peu plus dans cette coopération. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on a présenté avec 3 rôles, l'URIOPS, les adhérents qui vont être au CA et également à l'AG. Donc voilà, on est en train de ça, c'est plutôt le travail de Lionel, mais on est en train de rédiger les statuts. On a commencé à avancer sur les statuts de cette association. Donc, bien sûr, les différentes OG et les membres seront présents au conseil d'administration et également à l'assemblée générale. Donc, l'idée, c'est que ce soit vraiment votre coopération, on va dire. Exactement. Et puis d'être aussi totalement transparent. Comme on le disait tout à l'heure, l'objectif, c'est de fournir un service opérationnel. Comme on pourrait l'avoir. Pourquoi on n'est pas parti sur un GIE? Parce que effectivement, ça correspond plus à l'idée qu'on se fait d'un GIE. C'est aussi parce que au fil de l'eau, il peut y avoir au niveau du périmètre du regroupement, c'est un petit peu moins fixe et cadré que sur un GIE. On peut partir avec assez peu d'associations, rentrer au fur et à mesure. Voilà, c'est un peu plus souple sous le format associatif que un petit peu plus compliqué à gérer quand on est sur un format GIE. Voilà. Donc on voulait vraiment faire une coopération qui soit transparente quand même pour l'ensemble des adhérents. Donc voilà, les budgets pourront être mis à disposition, seront présentés tout à fait normalement dans les AG, mais voilà, au niveau des membres du conseil d'administration, etc., on fera en sorte que ce soit totalement transparent, que ce soit votre coopération effectivement, et que vous ayez accès du coup à toutes les informations et toutes les données. Sur la partie financière, on y vient justement parce que c'est un élément qui est important pour tout le monde. On sait que dans le médico-social, c'est toujours une question importante. Donc, voilà, on est vraiment sur du service informatique partagé. On va se borner à ça dans les statuts. Ça sera inscrit en dur dans les statuts. On ne souhaite pas aller pour l'instant, vers d'autres, même jamais sur d'autres services. On est vraiment sur du service et des ressources informatiques partagées. Pour nous, on a estimé qu'il suffisait de 15 établissements pour démarrer le projet. On pense qu'en dessous, la mutualisation sera un peu plus complexe. Alors bien sûr, on peut démarrer s'il y a des sujets concrets, il y a des projets qui peuvent éventuellement se voir le jour avec l'appel à projet en cours. On estime qu'il faut sur les 6 premiers mois trouver une quinzaine d'établissements pour pouvoir avoir une coopération correcte. Peut-être également, puisqu'on a quand même pas mal de monde qui nous contacte, et qu'il faudra se fixer une borne maximale, parce que forcément, à partager des services de 2 personnes, il y a quand même un moment où le nombre de jours pourra plus être rempli. Donc, il faudra vraiment voir. Ça sera plutôt au niveau des adhérents qu'on verra ça, si on se fixe une borne aussi, une bonne maximale. L'idée, ça serait de pouvoir vraiment lancer le projet, c'est-à-dire déposer les statuts en avril. Donc, on est sur un délai très court sur le dépôt des statuts. C'est même pas impossible qu'on les dépose avant fin mars si on a des établissements qui sont vraiment partants pour déposer, ou qui ont une urgence à déposer un projet d'ici fin mars. Donc ça, c'est un petit peu entre les deux. Donc ça se présage concrètement. Voilà, effectivement, pardon. Ce que tu disais, c'est que l'objectif, c'est de déposer rapidement pour être en phase, donc
s'il y a des dossiers à déposer d'ici au 31 mars, d'avoir une structure qui permette de porter justement ces dépôts de projets, les fameux groupements GRAP de 15 OG, de 15 établissements pardon, et de 3 gestionnaires, mais aussi de pouvoir commencer à travailler toute cette partie d'audit, toute cette partie de travail en vue des dépôts de dossiers lors des prochains appels à projets qui auront lieu dans la deuxième partie d'année. Pour pouvoir le faire sereinement et prendre le temps de travailler correctement les projets, démarrer en avril, on serait pas forcément si mauvais, quoi. Donc en termes de budget, nous, on a réalisé un budget prévisionnel assez précis, hein, où on a vraiment détaillé toutes les charges, le coût de la compta, le coût de l'hébergement des locaux, le coût des différents prestataires et puis des différents salariés selon les différents cas de configuration. Voilà, donc on a vraiment listé toutes ces charges-là. Et en face, sur le service socle, il y aura simplement un coût d'adhésion par établissement. Donc sur ce coût d'adhésion par établissement, nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est que on arrivait très souvent, peu importe les prévisions qu'on faisait, autour d'un coût réel de 500 € mensuels par établissement. Et du coup, on s'est dit que c'était vraiment le maximum qu'on allait se fixer. Donc, on peut bien sûr pas fixer de minimum parce que si demain on trouve une subvention qui couvre, je sais pas, un quart ou un cinquième de l'ensemble de cette coopération, forcément l'adhésion, notre objectif c'est qu'elle soit la plus faible possible pour les établissements. Mais nous, il serait pas convenable qu'on vous indique pas quand même ce que ça peut coûter. Voilà. Donc c'est vraiment, alors, je sais pas si Lionel tu as quelque chose à dire là-dessus, c'est vraiment le maximum qu'on s'est fixé. Il y a quand même un deuxième truc, c'est que si on embauche bien sûr du personnel, il va falloir que sur ces éléments-là, on puisse imaginer voilà, sur un mode de roulement des adhésions par avance pour qu'il puisse y avoir quand même cette embauche qui soit réalisée, sinon on ne trouvera jamais de personnel adéquat. Je ne sais pas si tu as des précisions là-dessus. Oui, non, tout à fait. L'objectif, comme vous l'avez compris, c'était qu'on fournisse un service qui soit au plus, enfin, ou en tout cas qui coûte concrètement le prix de revient, qui soit vraiment le prix de revient. Par contre, on peut pas partir dans l'inconnu. Donc, pour l'instant, c'est écrit dans les statuts, hein, que le maximum de l'adhésion est fixé à 500 € mensuels. Enfin, l'équivalent de 500 € mensuels par établissement. Mais comme le disait Sébastien, pour pouvoir fonctionner, il va falloir qu'il y ait un minimum de trésorerie quand même dans l'association, surtout s'il y a un salarié. Ce qui veut dire qu'il y aura des appels de cotisation qui ne seront pas forcément mensuels. Pour l'instant, on réfléchit à la possibilité de faire un premier appel de cotisation d'un certain montant qui couvre plusieurs mois d'adhésion, qui permettent de faire notamment ce fameux audit dont on vous a parlé, et qui permettent d'avoir la trésorerie pour pouvoir payer les salaires. Et après, on pourra réfléchir soit à des paiements par prélèvement mensuel de l'adhésion, soit en faisant 1 ou 2 ou 3 appels à cotisation par an. Voilà, sur le système de fonctionnement. Moi, j'ai quelques points de comparaison à vous donner, hein. Il y a deux types de responsables informatiques qu'on peut prendre dans un établissement. Il y a ce qu'on appelle un responsable informatique. Il y en a beaucoup d'établissements ou moins d'OG qui en ont pris. On est sur un coût journée entre 6 et 900 € par mois. Par contre, ce qu'on retrouve souvent comme compétence, c'est un administrateur réseau plus. C'est pas vraiment un responsable informatique ou un directeur informatique. Donc la négociation de contrat, les gros projets, le suivi un peu macro, la stratégie, en général, ils le font pas. Dès qu'on va taper dans du directeur informatique dans le secteur, on est plutôt sur des journées entre 900 et 1300 €. Donc c'est vrai que ce que je vous ai dit tout à l'heure, voilà, si on prend un ratio de se dire, on prend la personne une journée par mois, allez, on va même dire une journée tous les 2 mois, on est déjà largement au-deçà du coût annuel de cette
de cette cotisation. Si on rajoute en plus le suivi d'un projet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir qu'un chef de projet, c'est probablement le profil informatique le plus recherché sur le marché actuellement. Donc en trouver des salariés, ça va être compliqué, et des prestataires, on se situe en général entre 400 et 700 euros, et 400 euros, c'est vraiment les débutants, hein. Donc on se situe plutôt aux alentours de 600 en moyenne. C'est pareil, je vous ai dit qu'il y avait un minima une vingtaine de jours même pour un établissement seul si on voulait mener un projet correctement. Donc on est quand même sur des budgets, si on y va en direct, qui sont importants. Et là, nous, on arrive au travers des différentes mutualisations dont je vous ai parlé, puisqu'il y a sur un projet, par exemple, il y a peut-être 80% des étapes qui vont être mutualisées. Alors c'est sûr que sur ces 20 jours, 80%, ça veut dire qu'il y a 16 jours qui vont être mutualisés pour tous les établissements, et il y aura que les coûts de déploiement qui vont rester. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va vous permettre d'avoir comme quasiment des ressources, comme des ressources salariées, parce que en fait, vous allez pouvoir les avoir à disposition et dans le temps. Simplement, ils seront à temps partagé, donc c'est sûr que vous n'allez pas les voir tous les jours, mais vous aurez des points de contact avec eux. Ils vont gérer la partie stratégique et la conduite de vos projets. Donc oui, c'est quand même une force vive en plus dans vos établissements que vous venez renforcer. Et en effet, il y a quand même aussi, pour ceux qui vont déposer des appels à projets, il y aura la possibilité de faire financer une partie en plus de ces coûts d'adhésion, comme de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, puisque c'est un des critères qui est retenu pour le financement de l'appel à projet. Voilà sur cette partie-là. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres, on va finir de détailler ces éléments un peu liés, justement, ou aussi liés au budget. Mais s'il y a déjà des questions ou des précisions ou des réactions par rapport à cette partie-là qui est quand même, au final, le nerf de la guerre, n'hésitez pas à vous signaler ou à rédiger un message dans l'espace discussion. Alors oui, on est un peu désolé parce qu'en fait au départ il devait y avoir pas mal de monde sur ce webinar. On était plus parti sur l'idée de webinar, donc en théorie, vous pouvez pas vous exprimer à l'oral, donc peut-être l'outil a été mal choisi cette fois-ci. Et la prochaine fois, on partira plus sur du Teams, mais en effet, on voulait faire un outil qui permette l'inscription, et c'était un petit peu l'idée de cet outil-là. Si vous avez une petite main sur laquelle il y a marqué Speak, vous pouvez cliquer dessus et puis nous poser vos questions dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Alors, il y a un élément qui est important aussi, c'est que pour pouvoir mettre en œuvre une coopération comme ça, je l'ai vécu par le passé dans l'association et dans le GIE que j'ai pu mettre en place, c'est que, bien sûr, il y a des éléments qui vont être disponibles tout de suite. Le temps que va passer le DSI chaque mois pour vous répondre, il va être disponible tout de suite. Le club DSI va être disponible tout de suite. Voilà, il y a quand même l'audit, on va le réaliser très rapidement et vous fournir votre feuille de route. Par contre, la mise en place du dossier usager informatisé, vous vous imaginez bien qu'avec le nombre de demandes qu'ont les prestataires, c'est pas sûr qu'on puisse, enfin c'est même sûr qu'on ne pourra pas mettre en place le DUI dans l'ensemble des établissements en une seule fois. Ça va se faire de manière étalée dans le temps. Et donc là, il y aura certains sujets qui vont être disponibles tout de suite et services disponibles tout de suite. Et puis il y en a d'autres, comme sur le DUI, où il va y en avoir certains qui vont penser au tout début. Alors avec le truc positif, c'est qu'ils auront le dossier usager plus vite que les autres. Avec le truc négatif, c'est que on aura moins d'expérience dans le déploiement, donc ils vont entre guillemets pas essuyer les plâtres, mais ils vont être les premiers à passer dessus quand même. Et ceux qui vont arriver à la fin, forcément, ils auront attendu beaucoup plus longtemps, mais
ils vont bénéficier de toute l'expérience cumulée sur les mises en place des autres établissements. Donc ça, forcément, il y aura un peu une phase où il y aura des services disponibles tout de suite, voilà, et puis il y aura quand même un deuxième type de service comme la mise en place des projets, plutôt la partie chef de projet où là, on va être plus étalé. Et donc, envisager une coopération comme ça sur 12 mois, je suis même pas sûr que les prestataires de DUI nous proposent une installation sous 12 mois, même si on n'était qu'une quinzaine d'établissements. Donc, ça serait beaucoup trop court. Donc, on s'est vraiment dit, il faut vraiment qu'on envisage un engagement initial de 36 mois pour cette coopération. Et ensuite, bien sûr, ça va être inscrit dans les statuts, la possibilité pour chacun de sortir avec un délai de prévenance, mais la possibilité de chacun de sortir. Voilà. Voilà. Et puis après, des adhésions renouvelées annuellement, chaque année ou pas, comme vous pouvez faire pour chaque association ou fédération, n'importe quoi, à laquelle vous êtes membre. Au niveau, pour faire un petit focus, donc on va bien sûr pour les établissements qui le souhaiteront, parce que tous ne nous ont pas dit qu'ils le souhaitaient, mais pour ceux qui le souhaiteront, on va répondre à l'appel à projet du gouvernement. Pour ceux qui ont un projet d'acquisition ou d'évolution de leur DUI, il y a quand même des financements à aller chercher qui sont intéressants en termes de matériel, en termes d'assistance à maîtrise d'ouvrage et en termes de financement du DUI. Donc nous, bien sûr, on va essayer de faire des grappes pour aller déposer des dossiers usagers, sachant que par ailleurs, on a la chance avec Lionel d'avoir été retenu pour faire partie du collectif ici de l'ARS qui allait réfléchir sur l'utilisation de ces financements et qui allait réfléchir sur parce que ça, c'est la phase d'amorçage. Peut-être qu'il y aura quelques ajustements dans la deuxième phase. Donc ça nous permettra de faire nos retours aussi sur ce qui s'est bien passé, ce qui fonctionne bien dans les financements. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher pour les adhérents qui le souhaitent, nos adhérents de la coopération, ces financements-là pour pouvoir moderniser et les aider encore à moderniser leur informatique. Par contre, ce qu'on s'est vraiment dit, c'est que nous, on visait pas la phase d'amorçage au 31 mars, parce que vous vous imaginez bien que déposer les statuts, rédiger les contrats avec chaque adhérent, faire l'audit de chaque établissement avant le 31 mars, on est déjà le 4. Je pense que c'est même physiquement ingérable sur le mois. Donc, on n'aura pas les ressources, on n'aura pas le temps. Donc, nous, ce qu'on vise vraiment, c'est la deuxième phase de l'appel à projet qui apparemment d'après ce que j'ai pu entendre, se situerait entre août et octobre. Donc c'est vraiment cette deuxième phase-là qu'on vise avec le dépôt des projets pour ceux qui le souhaitent et les adhérents qu'on a pu regrouper. Et on ne s'interdit pas, si on a certains adhérents, si je vous donne un ordre d'idée, hein, si on a 10 établissements qui ont envie d'aller vers une solution logicielle, on s'interdit pas d'aller en trouver 5 autres qui ne font pas partie de la coopération pour signer une convention éventuellement pour déposer un projet. Donc notre objectif, c'est vraiment d'essayer de capter ces financements-là et de vous aider dans le déploiement de ce DUI. Donc voilà, en conclusion, l'idée vraiment de cette coopération informatique, c'est de vous doter de conseils, de prestations partagées d'un directeur informatique et d'un responsable projet que très probablement un établissement ne peut pas se payer. Donc vraiment d'avoir ces ressources-là. Moi, quand j'ai les établissements au quotidien au téléphone ou quand on m'appelle en tant que prestataire, c'est très souvent des questions assez basiques. Hein. C'est ma connexion, qu'est-ce qu'il faudrait que je prenne, mon infrastructure, je veux aller dans le cloud, mais comment je fais? Tous ces éléments-là, ils bloquent dans les établissements parce qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires. Donc même si on a un prestataire qui fait la maintenance, on va dire en local, très souvent on n'arrive pas à aller vers ces éléments-là. Et donc là, on va vous apporter le petit degré de conseil qui va vous permettre vraiment d'aller un peu plus loin dans votre informatique. Voilà, en essayant également, bien sûr, de vous aider à bénéficier de financement. Nous, enfin, je parle pour Lionel et moi, on est disponible à votre disposition. On voulait vous présenter un petit peu globalement comment
comment ça se passait, mais si vous avez envie qu'on s'appelle pour des questions un peu plus précises pour votre cas particulier, on est à votre disposition, soit lui, soit moi, et puis on peut faire le relais inversement, hein, parce qu'on n'est pas toujours Ouais. disponible l'un et l'autre. Moi, s'il y a des questions pour Lionel, je pourrais les lui retransférer inversement, hein. Tout à fait. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus de précision, si vous voulez qu'on représente à vous, à d'autres personnes de vos organismes, il n'y a pas de souci, on est disponible. Et en passant, je vois qu'il y a une question. Effectivement, c'est un peu, on est sur une coopération. Donc, quel rôle est-ce qu'on tient, par exemple, sur le projet de DUI? Parce que quand on dépose, soit il y a le volet éditeur, ceux qui se font référencer dans le marché pour pouvoir répondre à vos soumissions. Et après, vous déposez en tant que maître d'œuvre un dossier, une réponse à l'appel à projet. Et c'est là que se situe le regroupement, puisque il y a un porteur de projet dans cet appel à projet-là, en tout cas, un porteur de projet qui doit déposer pour les 15 établissements et les 3 OG concernés. Donc, soit c'est un porteur de projet qui fait des conventions, des simples conventions avec d'autres gestionnaires, mais qui est lui le porteur de projet, soit c'est quelque chose de plus formel. Donc là, en l'occurrence, c'est une association qui formalise la coopération et qui peut déposer le projet. Voilà. Donc, on est vraiment plus dans le rôle de maîtrise d'ouvrage, dans le budget que vous déposez sur le projet. Vous pouvez faire appel à de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, mais là, il faut contractualiser avec un prestataire en direct, un prestataire qui est aussi d'ailleurs référencé dans le RESA. Le RESA qui est la plateforme d'achat des professionnels du secteur hospitalier, où vous allez valoriser du temps homme de chef de projet de votre organisation pour la gestion du projet, pour la rédaction des cahiers des charges, pour le déploiement, pour tout ça, etc. Vous pouvez valoriser tout à fait du temps homme dans votre budget, dans le budget que vous déposez. Et c'est dans ce cadre-là que vous pourrez faire financer une bonne partie de l'adhésion, enfin, en tout cas une partie de l'adhésion à l'association. Oui, dans le projet, bon, on a bien sûr l'éditeur qui est le maître d'œuvre. La maîtrise d'ouvrage, entre guillemets, c'est vous, parce que c'est vous qui allez définir pour le métier quels sont vos besoins pour chaque établissement. Et en effet, ce rôle d'assistant de maîtrise d'ouvrage, comme le dit Lionel, bah, ça fait partie des éléments financés dans la brique des 20 000 euros matériel, Wi-Fi, plus assistance à maîtrise d'ouvrage. Je crois que c'est ça dans cette brique. L'assistance à maîtrise d'ouvrage, elle est avec la partie acquisition, donc elle est dans les Ah, d'accord. 25 000, je crois. Ouais. Mais bon, merci. Merci. Non, mais oui, moi je trouve ce projet en effet passionnant aussi, et je pense que on va pas être beaucoup à constituer un tel projet, notamment pour les petits établissements, pour les OG de moins de 15 établissements. Je pense pas qu'on va être beaucoup à déposer ce genre de projet. Donc les retours que je peux avoir de l'ARS et des contacts que je peux avoir aussi, ça les intéresse aussi de voir un fonctionnement Ouais. comme ça, et puis ils ont l'air prêts à nous aider, peut-être pas financièrement, mais peut-être que oui. Enfin, on va voir. Mais en tout cas, ils sont vraiment intéressés par ce montage, quoi. En effet, souvent les choses qui se mettent en place, les plus gros organismes peuvent y répondre et sont souvent malheureusement favorisés. Et c'est vrai qu'on a vraiment voulu faire quelque chose pour les plus petits, qui ne soient pas obligés de se raccrocher à un gros pour pouvoir bénéficier des financements, mais du coup qui vont se raccrocher, c'est-à-dire qu'ils vont le suivre. C'est effectivement la plus grosse association qui va déposer le projet, qui va définir les contours du projet, et puis soit vous rentrez dans le cadre, soit vous rentrez pas. Mais bien que plusieurs petites associations puissent se mettre ensemble et travailler un projet commun à présenter. Voilà. Et ça, effectivement, je sais, enfin, c'est pas forcément évident dans la région et puis même
dans d'autres régions, puisque l'ARS ne fait pas ce travail-là, ne serait-ce que de colliger, de regrouper, de recenser les demandes des différents gestionnaires qui souhaiteraient se regrouper, qui souhaiteraient travailler avec d'autres. Ils n'ont pas fait le choix, on leur en a parlé, ils n'ont pas fait le choix de faire ce travail-là. Donc, du coup, voilà, on a pris le pas et on essaye d'avancer sur ce côté-là. Donc dans la suite, ce qu'on vous a dit un petit peu, c'est qu'on allait essayer de déposer les statuts en mars ou avril. Et puis derrière, très probablement, soit fin mars, soit début avril, soit on va directement convoquer la première assemblée générale ou faire un appel à adhésion, soit on va refaire un petit webinar pour réexpliquer ce qu'on a expliqué aujourd'hui, parce que la dernière fois, on avait beaucoup moins d'éléments, beaucoup moins concrets qu'aujourd'hui, donc toutes les autres entités qui ont pu le voir n'ont pas eu tous ces détails. Donc on risque de refaire un petit bout de présentation, et l'idée, c'est qu'ensuite, on puisse se lancer assez rapidement, puisque s'il faut déposer des projets pour août, il faut quand même qu'on ait pour août ou pour septembre, il faut quand même qu'on ait le temps de mener les audits des établissements. Donc si on trouve le minimum, ça va se lancer très rapidement. Tout à fait. Voilà, effectivement, dans les prochaines étapes, l'objectif, comme tu le disais, c'est qu'on fasse peut-être un dernier point avant l'assemblée générale constitutive. C'est pour clarifier toutes les questions que vous pourriez avoir, qu'en AG, on puisse dérouler le programme classique normal et qu'on balaye un petit peu toutes les questions pratiques, techniques que vous pourriez avoir avant. Donc, on essaiera de caler peut-être un petit temps d'échange avant, je pense, pour évacuer ces questions-là. Donc, objectif, on va se donner le mois de mars pour finaliser, consulter les avocats pour lire les statuts, etc. Et puis, démarrer assez rapidement au début avril. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter suite à cette présentation, soit par mail, soit par téléphone. Si vous souhaitez qu'on convienne d'un rendez-vous, soit avec moi, soit avec Sébastien, etc., dites-le nous, on est à votre disposition. Et puis, si vous avez des questions sur le projet de DUI, pareil, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Si vous êtes en lien avec d'autres associations, vous pensez que ça pourrait éventuellement intéresser, vous pouvez aussi leur donner nos coordonnées et puis on les contactera avec plaisir. Merci à vous, et puis du coup, en attendant un prochain contact, bonne journée. Bonne journée à tous, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.